Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Révision sur le devoir. Lorsque l'on parle de la notion de devoir, il faut garder à l'esprit qu'elle est tout d'abord liée à la notion d'action. En effet, le devoir, c'est entreprendre une action en fonction d'une règle. Cela va générer soit une obligation, soit une contrainte. Ces deux notions d'obligation et de contrainte sont ce que l'on appelle des points de repère, c'est-à-dire que ce sont des notions importantes qui vont nous permettre de bien comprendre les enjeux de différentes notions en les utilisant. Lorsque je parle d'une contrainte, c'est une nécessité qui est imprimée à l'extérieur, contre moi. Les lois, par exemple, sont des contraintes. Je ne les ai pas choisies, elles s'imposent à moi. L'obligation, au contraire, est une forme de contrainte voulue. Je réfléchis à une règle et je me soumets volontairement à cette règle. C'est une obligation personnelle. Pour comprendre que nous sommes liés au devoir, il faut également que nous soyons conscients et rationnels, car un individu qui n'est pas capable de comprendre qu'il y ait une règle ne sera pas capable de s'y soumettre. Si je te parle de la notion de devoir, il faut garder à l'esprit qu'il y en a trois principales. Tout d'abord, le devoir juridique, qui est lié à une forme légale, écrite. C'est ce que l'on appelle une obligation parfaite. Elle exige un accomplissement. Elle exige le fait qu'on la respecte et qu'on agisse en fonction d'elle. Lorsque je parle d'obligation parfaite, ça signifie également qu'une personne pourra être obligée d'agir d'une certaine manière à cause d'une loi. C'est-à-dire que moi, je peux obliger quelqu'un à agir en fonction d'une loi. Le devoir religieux maintenant est un peu plus particulier car il peut être une obligation parfaite comme imparfaite. Cela va être lié au ressenti que l'on va avoir par rapport à la religion. Si la religion fait office de cadre juridique, c'est une obligation dite parfaite. En revanche, si c'est simplement lié à une forme de croyance, elle est imparfaite. On terminera avec un devoir beaucoup plus particulier qui est celui du devoir moral. Le devoir moral est lié à une obligation que je me donne à moi-même, c'est donc une obligation imparfaite. Pour commencer, j'aimerais d'abord que nous voyions le devoir d'un côté tout à fait négatif. En effet, si nous avons des devoirs, il faut également comprendre que nous n'avons pas tout le temps envie de nous y soumettre. Et c'est notamment le marquis de Sade qui va nous en parler. En effet, le marquis de Sade va nous dire que le devoir envers les autres, que nous avons donc, est profondément illusoire. Il faut savoir que c'est un personnage assez particulier qui a été renié par sa famille, qui avait des mœurs sexuelles particulières, et dans la philosophie dans le boudoir de 1795, il va développer une théorie selon laquelle la nature cherche à détruire les hommes et tout le reste. Ça fait partie en fait d'un cycle de création, la nature détruit, reconstruit derrière, et l'homme doit détruire également à son tour. Donc, imaginez que l'humanité doit être protégée, donc avoir un devoir de protection envers les autres, est illusoire pour le marquis de Sade, car la nature ne cherche absolument pas ça. Nous pouvons également ajouter que pour le marquis de Sade, nos désirs sont bien plus importants que les devoirs que nous avons envers les autres, et nous pouvons tout à fait les assouvir en écrasant les autres et en les faisant souffrir. Un type tout à fait intéressant, mais assez malsain. De manière un peu moins radicale, nous avons également Thoreau, qui est un philosophe du 19e siècle, américain, qui va conceptualiser la notion de désobéissance civile. Selon lui, nous sommes dans le devoir de nous opposer à certaines formes de devoirs qui sont des devoirs légaux. Alors je vais donner un exemple, Thoreau était contre l'esclavagisme et dans l'état dans lequel il vivait, payer ses impôts revenait à payer l'esclavagisme. Il a donc refusé de payer ses impôts. Il s'est fait un devoir moral de refuser de se soumettre à un devoir légal. La désobéissance civile a été notamment utilisée par Gandhi et d'autres grands penseurs pacifistes. Il faut savoir qu'à la fin, quand même, Thoreau était un peu moins pacifiste concernant la guerre de sécession. De manière un peu plus radicale, on peut penser que le devoir est également une illusion néfaste. Et bien entendu, tout ce qui est retournement de situation et de valeur, vous le savez, c'est Nietzsche qui va nous en parler dans La généalogie de la morale en 1887. Pour lui, c'est une maladie de l'âme. En effet, le devoir viendrait d'un dressage social qui soit extérieur, lié à l'éducation et aux lois, ou intérieur, lié à une sorte d'auto-fustigation, c'est-à-dire que je vais me sentir mal au fond de moi-même et me soumettre au devoir. Tout cela va donc pousser l'individu à rentrer dans une sorte de cadre conformiste et à s'y réguler finalement. Ainsi, pour Nietzsche, le devoir c'est simplement un rail sur lequel on va parce qu'on a la flemme et qu'on n'a pas la capacité, en réalité, de pouvoir développer des valeurs qui nous sont propres. Bien entendu, ce n'est pas le seul qui va critiquer d'une certaine manière un usage excessif du devoir. Freud, dans Le malaise dans la culture en 1930, lui aussi va montrer que le devoir peut être dangereux, mais d'une forme très particulière. Selon lui, si nous souhaitons nous soumettre à toutes les règles que nous impose le devoir, nous allons avoir des troubles psychiques. Car, en effet, le surmoi va vouloir des choses que le moi est incapable d'établir. J'ai une quantité de devoirs assez astronomique à respecter, mais je suis également un être humain qui a besoin d'assouvir des désirs, qui a besoin d'assouvir des fantasmes, et qui a donc comme nécessité de pouvoir un peu baisser la bride de temps en temps. Ainsi, ça crée une désynchronisation entre ce que j'aimerais être et ce que je suis incapable d'être, et ça crée des troubles psychiques.
Nous pouvons également critiquer le devoir sous une autre forme avec l'histoire de l'anneau de Gygès développé par Platon dans La République, livre 2. Gygès était un berger qui disposait d'un anneau pour le rendre invisible, et résultat, vu qu'il ne pouvait pas être vu lorsqu'il commettait des larcins, il s'en est donné à cœur joie. Vous comprenez le problème, il semblerait que, grâce à l'exemple de Platon, nous pourrions dire que le devoir n'est pas ancré de manière innée en nous, et que nous le respectons uniquement parce qu'il y a des contraintes extérieures qui nous obligent à le respecter. Si je peux agir en étant impuni, comme Gygès avec son anneau qui rend invisible, alors je vais pouvoir m'en donner à cœur joie et faire ce que je veux. Néanmoins, il faut également garder à l'esprit que nous avons une certaine obligation à nous soumettre au devoir, notamment dans le cadre de la société. Et humainement parlant, même Rousseau va nous le dire dans le contrat social, et dans les discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, nous avons un devoir au fond de nous qui est produit d'une certaine manière par un sentiment profond envers l'autre, qui est le sentiment de pitié. Mais bien entendu, ce devoir va aussi devenir un devoir légal un peu plus tard lorsque la naissance de la société va apparaître, car lorsque je vais être dans un contrat social, c'est-à-dire que je vais accepter de réduire mes libertés au profit de la sécurité et d'un équilibre collectif, je vais obligatoirement me soumettre à des lois et je vais devoir les respecter. Ajoutons à cela une autre forme d'obligation qui est l'obligation morale, développée par Kant dans la Métaphysique des mœurs en 1795. Dans la Métaphysique des mœurs, Kant va nous expliquer que nous soumettre à une loi morale est un devoir raisonnable que nous devons accomplir. Pourquoi ? Parce que en me demandant ce que je dois faire, mon cerveau, ma raison va travailler et va me montrer que la meilleure solution, c'est de me soumettre à ce que l'on appelle l'impératif catégorique, une forme de devoir moral. Qu'est-ce que l'impératif catégorique ? C'est simplement un cheminement d'esprit qui va me pousser à me demander si l'action que je commets, si elle était faite par tout le monde, aurait de bonnes ou de mauvaises conséquences. Kant va prendre l'exemple du mensonge. Effectivement, je ne dois pas mentir car il va en résulter, si tout le monde le fait, un chaos absolu au sein de la société. Raisonnablement, je me rends compte donc que le mensonge est la mauvaise chose à faire. J'en déduis donc que je vais devoir me soumettre à cette loi morale. Bien entendu, si ça vous intéresse, essayez d'approfondir un peu chez Kant, là j'ai fait la version hyper simple. Le devoir, c'est également une résistance à soi-même et un dépassement de soi. Et là, c'est Bergson qui va nous en parler. Nous allons de manière inconsciente, pour Bergson, nous conformer à des lois, selon une certaine forme de devoir, car nous avons été éduqués à le faire. Mais cette facilité de nous conformer au devoir n'est pas innée, et nous allons voir qu'elle est difficile dans des cas justement assez particuliers, par exemple le cas de dilemme, dans lequel je vais devoir hiérarchiser les devoirs à favoriser les uns par rapport aux autres. Admettons, je dois voler pour nourrir quelqu'un, bon, c'est moralement acceptable, mais également je ne dois pas voler parce que la loi me l'interdit. Ici, il va y avoir une forme de résistance face à certains devoirs de ma part. Un dilemme, je vais réfléchir à ce propos. Nous voyons donc que les injonctions morales qui semblent être impératives dans notre esprit ne le sont pas avec une si grande évidence que ça. J'aimerais également faire un petit tour d'horizon. Rappelez-vous, en début de podcast, je vous avais parlé de 3 formes de devoir, le devoir moral, religieux et également le devoir juridique. J'aimerais bien un peu faire des parallèles pour que vous puissiez bien les comprendre. Le devoir moral et le devoir juridique sont liés d'une certaine manière, mais à la fois ce n'est pas intuitif. Pourquoi ? Il est possible que le devoir moral interdise des choses que le devoir juridique me permette de faire. Par exemple, moralement, c'est pas du tout acceptable de payer un salaire extrêmement bas à des personnes, mais juridiquement, des personnes qui ont des bons avocats vont pouvoir le faire sans avoir de mauvaises conséquences sur cette action. A contrario, il est possible également qu'un devoir moral empêche un devoir juridique. Je peux voler pour sauver la vie de quelqu'un en le nourrissant, mais d'un point de vue juridique, ce n'est pas bon. Vous comprenez ainsi qu'il va être difficile de réussir à associer déjà le devoir moral et le devoir juridique, car le devoir juridique est légal, il est normatif, c'est-à-dire qu'il a des règles qui sont écrites et qui doivent être respectées, tandis que le devoir moral est sans aucun doute propre à chacun et va pouvoir parfois rentrer en opposition avec le devoir juridique. Deuxième opposition, c'est le devoir moral et le devoir religieux. Bien souvent, on peut trouver dans l'origine du devoir moral laïque, c'est-à-dire qui n'est pas religieux, la religion quand même. En effet, avec le début des sociétés chrétiennes ou le début des sociétés religieuses, Bergson notamment va se rendre compte que, à l'origine, une sorte de justice morale s'est créée avec les lois religieuses, et donc le devoir moral coïncidait avec le devoir religieux. Mais dans les 2 sources de la morale et de la religion, de 1932, Bergson va cependant nous montrer que le devoir moral a ensuite évolué pour se détacher du devoir religieux. Même si le devoir religieux avait un caractère assez intéressant parce qu'il permettait de mettre en œuvre des puissances qui étaient supérieures aux hommes et donc de leur imposer un devoir un peu plus important. En effet, au lieu d'être mis en prison ou d'être jugé et blâmé par les personnes qui me voient agir en dehors du devoir moral,
je risque d'aller par exemple en enfer si j'enfreins ces devoirs moraux. Un autre devoir est très important, notamment chez Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, c'est le devoir de se soumettre à la vertu, ou du moins de la chercher. Ça serait en réalité le devoir le plus important, car il m'amènerait vers la sagesse, vers un équilibre de moi-même, mais également vers le bien et ce qui est bon. Ici, il va falloir opposer la vertu intellectuelle de la vertu morale. La vertu intellectuelle est liée à l'intelligence, la prudence et la sagesse, tandis que la vertu morale, c'est l'âme désirante qui va écouter la raison, et elle est le produit de l'habitude. Je vais devoir, pour Aristote, me soumettre à ces deux formes de vertu, et principalement la vertu morale, qui va me permettre d'atteindre un état stable, l'exis, H-E-X-I-S. Ça sera un équilibre entre l'excès et les défauts dans toute chose. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, va d'ailleurs nous dire « c'est en pratiquant des actions justes que nous devenons justes, en pratiquant des actions modérées que nous devenons modérés ». Il va associer justement ce travail-là au travail des marins au sein d'un bateau, c'est-à-dire que nous ne devons pas être seuls à nous soumettre à cette vertu-là et à vouloir la cultiver. Tout citoyen se doit d'être vertueux. Nous avons ici donc un devoir qui devient quasiment un devoir politique. Une autre forme de devoir va être aussi intéressante, et cette notion est développée dans l'Apologie de Socrate de Platon. Si vous avez lu ce dialogue, vous savez que c'est un procès que va subir Socrate, qui va l'amener à boire la ciguë et à mourir par la suite. Mais au sein de ce procès-là, Socrate va développer une double théorie assez intéressante. La première, c'est que nous avons tous une sorte de voix intérieure qui va nous avertir lorsque nous n'agissons pas en fonction du bien et du beau. D'ailleurs, il faut savoir que nous agissons mal, non pas parce que nous aimons le mal, mais parce que nous le confondons avec le bien. Cette proto-conscience morale peut être également complétée avec une autre priorité, une sorte de devoir supérieur à un devoir moral, c'est celui de respecter les lois de la cité. C'est d'ailleurs ce que Socrate va faire, Il a l'occasion de s'enfuir à la fin de son procès, car quelqu'un a payé son geôlier pour lui ouvrir les portes, mais Socrate va refuser, car le devoir de respecter les lois de la cité est plus important que le respect de sa propre vie. Associons maintenant la notion de devoir aussi à certaines catégories, car nous n'avons pas tous les mêmes devoirs. Un enfant n'a pas les mêmes devoirs qu'un parent, un vieillard qu'un jeune enfant, par exemple. C'est ce que Cicéron va développer dans le traité des devoirs, en s'inspirant d'un point de vue stoïcien, qui est développé par la notion de katéchon, K-A-T-H-E-K-O-N, qui correspond à la forme propre. Le katéchon, c'est ce qui correspond à la nature de l'être, c'est-à-dire ce que la personne doit faire pour s'accomplir. Pour Cicéron, la nature du devoir va varier en fonction de l'âge de l'individu et de son rôle social. Si je suis un magistrat, je me dois d'être juste, d'être équilibré et d'essayer de faire respecter justement cet équilibre au sein de la société, tandis que si je suis un étranger installé dans la cité, je me dois simplement de m'occuper de mes affaires. De manière générale, il faut se rappeler que malgré le fait que Sade, par exemple, ou Nietzsche ou Freud nous montrent que le devoir peut nous enfermer, il peut avoir une certaine forme de libération. En effet, notamment Schopenhauer va développer l'idée selon laquelle notre raison n'est pas importante pour la soumission à un devoir, surtout envers l'autre, c'est surtout un sentiment qui est développé par un sentiment de pitié. Je me mets à la place de l'autre, je ressens ce qu'il ressent, je le respecte, et ainsi je me dois de le respecter et de l'aider. C'est ce qui est développé dans les fondements de la morale de Schopenhauer en 1841. On peut également s'opposer au développement de l'impératif catégorique chez Kant, car Nietzsche va nous le dire dans l'Aurore en 1881, les devoirs ce sont les droits des autres envers nous, c'est-à-dire que je ne vais pas devoir raisonner pour me demander ce que tout le monde doit faire, le devoir est en quelque sorte quelque chose de beaucoup plus pervers. En effet, lorsque quelqu'un m'a aidé, je me dois de l'aider. Mais la personne ne m'a pas aidé par bonté d'âme, la personne m'a aidé pour réduire la puissance que j'ai, pour me montrer que je ne suis rien. Je vais me devoir donc en retour de lui montrer que c'est lui qui n'est rien et que c'est moi qui est plus puissant que lui. Il va en résulter un échange de devoirs qui n'est pas un échange de devoirs positif, mais bien entendu une volonté d'écraser l'autre pour lui montrer que nous sommes plus puissants que lui. En conclusion, il faut savoir que le devoir c'est soit une contrainte, soit une obligation, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on n'a pas choisi ou alors quelque chose que l'on choisit raisonnablement. Il peut y avoir des contraintes juridiques notamment, qui sont des règles extérieures à moi et qui me soumettent à une forme de pression, les lois par exemple, mais il peut y avoir aussi des obligations morales dans le cadre du devoir, qui correspondent à une forme d'autonomie. Moi-même je me gère en décidant personnellement ce à quoi je vais me soumettre comme devoir. Le devoir cependant reste une forme de tension, c'est une question que je me pose en continu, qu'est-ce que je dois faire ? Et cette question va me pousser à agir. Il faut bien entendu distinguer la notion d'intention de la notion de corrélation avec la loi. C'est-à-dire que même si je respecte la loi, je peux être quelqu'un d'horrible. Distinguer donc que le devoir juridique questionne justement la conformité de l'acte en faveur de la loi, tandis que le devoir moral, lui, va questionner l'intention de l'individu.
Le devoir est donc vu comme en partie quelque chose de négatif, c'est une pression ou alors une illusion de pression, mais peut être positif car il permet d'être le ciment de jonction de la société et il me permet également de m'améliorer soi-même, nous l'avons vu avec le cadre de la vertu. Bien, j'ai terminé avec cette notion sur le devoir. Si tu as des questions, tu n'hésites pas dans les commentaires. J'espère que j'ai réussi. Je crois que la dernière vidéo, je m'étais trompé, j'avais mis pour les enfants, donc il n'y avait pas de commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne Philoptère, Instagram et sur YouTube aussi. Je réponds assez régulièrement sur Instagram. En tous les cas, j'espère que ce podcast t'aura bien aidé. À très bientôt pour de prochaines aventures philosophiques.